Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Reportage et Découverte. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du reportage sur l'icône de l'apartheid, Nelson Mandela. Demonstrations against the South African government's strict apartheid policies flare into shocking violence. At Sharpsville, an industrial township, thousands gather outside a police station in protest against new laws requiring every African to carry a pass at all times. The crowd refused to disperse and began stoning the police, who opened fire into the crowd from behind a wire fence. In 2 days of demonstrations that began here, between 50 and 100 were killed and hundreds injured. Worldwide protests were raised. The conditions that led to the Sharpsville tragedy continue unchanged. Sharpeville was some of the worst things that happened during the apartheid. Sharpeville est une des pires atrocités de l'apartheid dans les années 60. Les massacres de Sharpeville ne peuvent pas être mesurés, mais je les situerai tout en haut ou tout en bas sur l'échelle de l'inhumanité. En quelques semaines, l'histoire s'accélère. Votre parti, l'ANC, est interdit. L'état d'urgence est proclamé. En Angleterre, de plus en plus de voix stigmatisent l'apartheid. L'Afrique du Sud quitte le Commonwealth et proclame son indépendance. What is our future? And I want to make quite sure that I will not be misunderstood. I see our republic, the republic of the English and the Afrikaans speaking alike, governing what is the heritage of white South Africa. Vous êtes désormais seul face aux fascistes. Aucun espoir n'est permis, alors vous entrez en clandestinité. Un journaliste anglais parvient malgré tout à vous retrouver. C'est votre première interview. The Africans want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Now, if Dr. Verwoerd's government doesn't give you the kind of concessions that you want sometime soon, is there any likelihood of violence? There are many people who feel that the reaction of the government to our stay at home, ordering a general mobilization, arming the white community, arresting 10,000s of Africans, the show of force throughout the country, notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. Quand il a dit « le chapitre est clos », ça voulait évidemment dire « prenons les armes ». Monsieur Mandela est très méticuleux dans tout ce qu'il entreprend. Donc, il a voulu faire des essais. Il a fabriqué une bombe avec des camarades. Je n'étais pas présent. Et ils sont allés la tester non loin de Johannesburg. Une de ses recommandations essentielles était, quand on pose une bombe, il ne doit y avoir aucun blessé. Votre campagne de sabotage ébranle le régime. Vous partez à l'étranger chercher des soutiens militaires supplémentaires. L'Afrique du Sud est dans le bloc occidental. Alors, en pleine guerre froide, les pays socialistes vous soutiennent. URSS, Algérie, Chine, Tanzanie, Cuba. Des camps d'entraînement militaires secrets fleurissent en Afrique. Ils réunissent bientôt des milliers de volontaires. À peine rentré en Afrique du Sud, vous êtes arrêté. Accusé de sortie illégale du territoire et d'appel à la grève, c'est en costume traditionnel Xhosa
que vous vous présentez au tribunal. Il a décidé d'assurer sa propre défense et a prononcé un discours devenu célèbre. Pourquoi, moi, un noir, je devrais comparaître devant un magistrat blanc? Le procureur est blanc, l'huissier est blanc, il y a quelque chose d'anormal ici. Il était magnifique. Il était vraiment sublime. On aurait dit Dingaan, le grand guerrier. Je le revois encore debout devant ses juges quand ils l'ont condamné à 5 ans d'emprisonnement en 1962. Nous étions sidérés. Mais je me disais à moi-même, 5 ans, ce n'est pas si long. Il sera libéré avant 5 ans et le combat continuera. Ce n'est pas 5 ans que vous allez passer en prison, mais 27. Vous aurez 71 ans quand vous retrouverez la liberté. En effet, quelques mois après votre condamnation, la police arrête toute la direction clandestine de l'ANC. Un film de propagande d'époque, bizarrement tourné en allemand, reconstitue grossièrement l'événement. De nombreux documents trouvés sur place vous compromettent. Avec vos camarades de l'ANC, vous êtes accusé de tentative de coup d'État. Endlich. Herr Leutnant, ich glaube, Sie haben gefunden, was Sie suchten. Votre procès va durer 6 mois. 6 mois sur lesquels comptait la dictature pour vous réduire au silence. 6 mois qui vont faire de vous un mythe, Nelson Mandela. Notre but était d'éviter la peine de mort. Essayer d'obtenir l'acquittement était hors de portée. Notre décision a été immédiate. Ce n'est pas un procès ordinaire, c'est un procès politique. Juridiquement, c'était perdu, on devait se battre politiquement. Mes camarades et moi avions décidé que si nous étions condamnés à mort, nous ne ferions pas appel. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. Il m'a remis un brouillon de sa plaidoirie dans lequel il disait « Voilà ce que j'ai fait, je suis prêt à mourir ». Je l'ai parcouru et je lui ai dit « Tu sais Nelson, on pourrait t'accuser de rechercher le martyre. Je ne crois pas que tu aies envie de mourir. Tu as envie de vivre. Pourquoi tu n'ajouterais pas simplement les mots « si nécessaire, je suis prêt à mourir ». It is an idea for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Un silence impressionnant régnait dans le tribunal. C'était un moment très intense, très dramatique. Et j'ai réalisé qu'il disait « Pendez Nelson Mandela, pendez Walter Sisulu, pendez Dennis Goldberg, pendez-nous tous ». Le sentiment qui m'a envahi n'était pas la peur, mais la fierté d'être là où j'étais. Quand le juge nous a dit « Levez-vous pour entendre la sentence », on s'attendait à la mort.
Dans le monde entier, on s'est mobilisé. La dictature s'incline. Vous sauvez votre tête, mais vous êtes condamné à la réclusion à perpétuité. As a result of this life sentence, have you lost hope? I shall never lose hope, and my people shall never lose hope. In fact, we expect that the work will go on. Avec 6 de vos camarades de l'ANC, vous êtes déportés à Robben Island, un pénitencier entouré de requins au large du Cap. Depuis des siècles, on y meurt. Du climat, du manque de soins, et plus souvent à cause des travaux forcés ou de la torture. Nous avons été condamnés aux travaux forcés. On devait s'asseoir sur des blocs de béton et casser des grosses pierres avec des marteaux de 3 kilos, puis casser des pierres plus petites pour en faire du gravier. Les vrais travaux forcés ont commencé à la carrière. Tous les jours, on travaillait à la pioche et à la pelle. Et nos mains étaient en sang et couvertes d'ampoules. Un jour, les gardiens ont convoqué Mandela et lui ont dit « On est prêt à vous exempter de travail et à vous accorder une alimentation et un habillement à part. » Et il a dit « Non, je ne veux aucun traitement de faveur, je suis un prisonnier comme les autres. » 10 heures de travail par jour, aucun chauffage dans les cellules, seulement 2 visites autorisées chaque année, un courrier systématiquement censuré. Tout est fait pour briser les personnalités les plus fortes. D'autant que la monstruosité de l'apartheid trouve encore ici sa place. Si vous étiez métis ou indien, vous aviez droit à des pantalons longs, à des chaussures convenables et à une veste pour le froid. Mais les Noirs comme moi n'avaient droit qu'à des culottes courtes. La logique par rapport aux culottes courtes, c'était que chaque Africain noir, quel que soit son âge, restait un enfant, boy ou girl. Les petits-enfants blancs parlaient tranquillement de leur boy jardinier, même si ce dernier avait la cinquantaine et davantage. Et un boy, ça porte forcément des culottes courtes. C'était ça, la mentalité de l'apartheid. La méthode de Gandhi, face à l'emprisonnement, c'était, pour ainsi dire, de prendre le contrôle de la prison. L'arme principale de l'État envers le détenu consistait à l'isoler en tant qu'individu. Comme Gandhi l'a montré, il fallait s'organiser dans la prison et organiser les détenus. Mandela nous a fait comprendre qu'il ne faut pas nécessairement réagir à tout ce qui se passe en prison. Il faut une stratégie d'ensemble, avec des buts et des objectifs bien définis, puis œuvrer lentement mais sûrement à la réalisation de ces objectifs. Ceux d'entre nous qui avions une vision politique ne nous sommes jamais un seul instant laissés aller au pessimisme. Pour nous, la victoire était certaine. Ce n'était qu'une question de temps. En 1968, votre mère décède, puis votre fils, l'année suivante, dans un accident de voiture. À chaque fois, on vous refuse d'assister aux obsèques.
Vous restez seul face à vos souffrances. Il n'y a que le combat politique qui vous maintienne en alerte. Mandela m'a persuadé d'apprendre avec lui l'Afrikaans, la langue de l'oppresseur. Et il a employé un argument intéressant car j'étais un jeune homme très remonté et très hostile à cette idée. Il m'a dit « Mac, tu es d'accord que nous sommes engagés dans une longue guerre ?» J'ai répondu oui. Mandela a continué « Nous sommes les généraux dans notre camp, mais pour gagner la guerre, nous devons comprendre comment raisonnent les généraux dans le camp ennemi. » C'est vrai, je lui ai répondu. Et il a continué « On ne peut pas tendre une embuscade à l'ennemi si on ne sait pas comment le général dans le camp d'en face réfléchit. » En fait, comme il l'a dit lui-même, il fallait changer ce lieu de châtiment en un lieu d'enseignement. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons fini par transformer Robben Island en une université. Monsieur Mandela était un vrai fanatique quand il s'agissait des études, y compris avec sa famille. Il a même dit à l'un de ses enfants, « Si tu ne reprends pas tes études, ce n'est pas la peine de venir me voir. » Avec nous, c'était pareil. Il nous forçait à étudier. La liberté viendra et nous devons nous former afin de mieux combattre pour notre libération. Et lorsque la liberté viendra, être capable de diriger le pays. Alors étudiez, étudiez, étudiez. Déjà 13 ans que vous êtes incarcéré et aucun espoir de libération. Sur le continent, à l'apartheid s'ajoutent des problèmes sociaux de plus en plus aigus. De nombreux mouvements de lutte apparaissent. La violence envahit la vie quotidienne. L'ANC et le Parti communiste, décimés, prônent la retenue. Les jeunes des townships, eux, n'ont rien à perdre. La situation explose dans la banlieue de Johannesburg, à Soweto. Je n'oublierai jamais le jour où un enseignant est venu dans mon école administrer des châtiments corporels parce qu'on avait refusé de faire un devoir en Afrikaans. Nous étions fous de rage. On n'arrivait pas à concevoir une chose pareille. Du coup, nous sommes tous sortis de la classe. Le gouvernement a voulu imposer la langue afrikaner à l'école. Le pays est à feu et à sang. 1000 morts dans les townships en 6 mois. Des dizaines de milliers d'arrestations. 1976 a été un tournant historique. L'exemple pratique de comment on peut se débarrasser de la peur. Would you be prepared to take up a gun and kill someone in order to achieve what you would regard as your freedom? Now I know I can. You would? Now I know I can. In the past I didn't. But when I saw my children mowed down in Soweto in 1976, then I realized that in order to defend that, I would do exactly the same. I was sentenced 5 years. J'ai été condamné à 5 ans d'emprisonnement à Robben Island. Après avoir posé le pied sur l'île, j'ai entendu une voix provenant de la fenêtre d'une des cellules qui demandait « Qui est Seth Mazibuko ?» Ça, c'est moi. Et un vieux prisonnier qui venait à Robben Island pour la seconde fois m'a dit « Tu viens d'entendre Mandela. » Ils nous ont dévisagés et nous ont dit « Vous, vous êtes habitués à l'esclavage, vous êtes des esclaves dans vos têtes. Nous, on va s'insurger et se battre. »
Mandela et tous les leaders de la vieille école aimaient les choses carrées et bien ordonnées. Une vie bien réglée. Se réveiller à 6 heures. Faire son lit parfaitement. Ce genre de choses. Et ils se retrouvaient face à des gamins qui savaient juste jeter des pierres et qui leur disaient « C'est n'importe quoi tout ça ». Au bout d'un moment, Mandela et Sisulu leur ont dit « Vous êtes en prison à présent. Vous pouvez tuer une dizaine de matons, mais vous serez pendu, ou vous resterez plus longtemps en prison. Tant que vous êtes là, vous devez vous former, progresser, afin de mieux servir le peuple une fois dehors. » La première chose que j'ai apprise de ce vieil homme, ne jamais se précipiter pour prendre une décision. Ça, Mandela le disait dans tous les messages qu'il nous adressait. Ne jamais se précipiter pour prendre une décision. Premier point. Deuxième point. Ne pas s'éloigner de son ennemi, mais plutôt le garder à l'œil pour mieux surveiller toutes ses manœuvres. Même quand il s'apprêtera à vous tirer dessus, vous saurez à quel moment il charge son arme. Troisième point. Toujours consulter largement. Dès que Mandela avait une question à débattre, il consultait tout le monde. Dans le monde entier, Nelson Mandela, les mouvements anti-apartheid réclament votre libération. Alors le régime tente de désinformer l'opinion. Pour faire croire que vos conditions de détention sont excellentes, on invite des journalistes et on vous exhibe devant les caméras. Votre attitude à cet instant-là est une leçon de dignité. Ce seront les seules images de vous tournées durant vos 27 années d'incarcération. Cette propagande ne sert à rien. Dans l'impasse, le régime va jusqu'à vous proposer la liberté, à condition que vous restiez reclus dans votre province natale du Transkei, où un État fantoche vient d'être créé. Mandela a répondu. J'ai vu la lettre de mes yeux. Mandela a répondu la chose suivante. Si vous me transférez dans le Transkei, je vous promets, et je vous avertis que dès que j'aurai posé le pied dans le Transkei, rien ne m'arrêtera de marcher en direction de Soweto à Johannesburg. Rien ne m'en empêchera. Cela sera mon itinéraire et mon objectif. Alors, tout a été annulé. En 1982, après 18 ans passés à Robben Island, vous êtes transféré à la prison de Pollsmoor, dans la banlieue du Cap. Vos conditions de détention s'améliorent. Il est plus facile pour vos proches de vous rendre visite. À la prison de Pollsmoor, Mandela est devenu comme un père pour moi. Je pouvais... Ainsi prend fin la deuxième partie de ce reportage passionnant. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour la suite et fin sur First TV Africa.